Bon Claude, on s'était quitté au mois de juin 2016. Le président Jacques Paccard venait de te proposer le poste de délégué général, que tu avais refusé parce que tu étais engagé avec une start-up basque et donc tu ne savais pas encore si tu serais disponible. Start-up dans le domaine des pédalos connectés, je crois. Et des gaufres sous Wi-Fi. Euh, on s'est revu quelques mois après. On se voyait pas souvent à l'époque parce que pour un affairiste, tu étais quand même assez pris. Et on s'est revu, je pense que c'était début 2017. Et à ma grande surprise, je m'attendais à tomber sur une sauce un peu morose suite à cause de la crise avec l'école. Et à ma grande surprise, tu m'as parlé de projets assez ambitieux, dont le projet Arts et Métiers Accélération dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais il y en avait d'autres. D'où est venue cette soudaine frénésie de projets ambitieux à la sauce? L'idée était très simple. En fait, on ne peut pas faire vivre une association uniquement sur des actions qui pourraient être perçues comme négatives, en particulier dans le cadre d'une gestion de crise. Donc, ce qui avait été à la fois présenté et validé avec une très large majorité, voire une unanimité en comité, consiste à dire recentrons-nous sur la marque Arts et Métiers, recentrons-nous sur ce qu'on pourrait appeler, je n'aime pas tellement ce terme, mais les services aux sociétaires, et mettons-nous en situation de développer des projets qui puissent aller dans ce sens. Donc 3 projets, tu as raison, ont été présentés à cette occasion. Le premier, c'était sur l'entrepreneuriat. Donc c'est une accélération qui est sortie en définitive de ces fonds baptismaux-là. Le second, en fait, était autour de l'industrie du futur. Je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler un petit peu. Et le troisième était lié à la formation continue. C'est potentiellement une des sources importantes de financement aujourd'hui des grandes écoles. Il y a de quoi faire à la fois dans notre communauté et au sein de l'école. Donc l'idée était de développer quelque chose. J'apporte une précision, ça ne peut fonctionner que si c'est développé avec l'école. Moi-même, je travaille pour d'autres structures sur ce plan-là, et c'est un tandem qui fonctionne bien. Donc voilà, ce sont les 3 projets qui ont émergé. Alors parlons d'Arts et Métiers Accélération. D'où vient l'idée? L'idée était assez ancienne. Les premières fois on a évoqué ce sujet, c'était quasiment à la fin de mes mandats. C'était un sujet que j'avais abordé à une ou 2 reprises en disant il faut donner un côté très moderne. Donc il y a probablement des projets à lancer. Celui-ci en faisait partie, comme ce qui est arrivé ensuite sur l'industrie du futur. Le comité à qui cela a été présenté à l'été 2016 a été plutôt conquis, je pense, puisqu'il a validé ça à une très large majorité, voire à l'unanimité, comme bien souvent. Et donc, en fait, le bureau a commencé à lancer ces 3 chantiers. Si on se focalise sur Arts et Métiers Accélération, au début, ça ne s'appelait pas Arts et Métiers Accélération parce que, tout simplement, on en était vraiment qu'aux prémices d'un projet autour de l'entrepreneuriat. Pour avancer sur ce sujet, j'avais demandé à Jacques Paccard l'autorisation d'utiliser une ou 2 ressources externes. C'est ce que j'ai fait avec Usinaio, qui œuvre dans ce domaine depuis 4 ou 5 ans maintenant, qui commence à être rentable d'ailleurs aujourd'hui, au bout de 4 ou 5 ans, et avec qui nous avons à la fois fait du benchmarking, réfléchi à une offre un peu originale, un positionnement original, et puis un vocable qu'il était, puisque très peu d'accélérateurs existent en France, voire en Europe. Et l'idée était de se dire, au fond, avec un outil comme celui-ci, on crée également un continuum avec ce qui se passe à l'école, et puis l'ensemble de l'écosystème qui existe dans notre association. C'est pour cette raison que ça s'est appelé Arts et Métiers Accélération, et non Arts et Métiers Incubation. On reviendra là-dessus un peu plus loin également. Ok. Donc, pour revenir en arrière, tu avais été prestataire pour conseiller le président lors de la crise. Tu es redevenu prestataire donc sur AMA. J'ai continué à être prestataire sur AMA puisque moi j'avais été rappelé par Jacques en février 2016 pour l'accompagner et l'aider dans la gestion de la crise avec l'école. Et en fait, ce projet, comme les 2 autres, était au fond le résultat d'une sauce qui a besoin de se réinventer un petit peu également, et à ne pas se focaliser sur le sacro-saint soyons proches de l'école.
L'idée était bien évidemment au travers de ces projets d'aller un petit peu plus loin. La sauce a des actifs, on n'en a jamais eu autant. L'utilisation de ces actifs peut être important, une fois de plus, pour la gestion de la marque. Tu disais en intro d'ailleurs que tu t'attendais à avoir une sauce moribonde. Elle ne l'a pas été. Enfin, déprimée, au moins déprimée. Au moins déprimée. Elle ne l'a pas été pour deux raisons. D'abord, tout le monde fait, et je pense que tu partageras cette opinion, que les trades en danger resserrent les chairs, et ça a été le cas, puisqu'il y a eu une forme d'union sacrée au sein de la sauce dans cette période très difficile, surtout pour nos conscrits. L'idée était de les aider à pérenniser les trades. Et puis motivant aussi parce que au travers des projets qui étaient lancés, l'idée était de développer encore plus la marque, de développer la sauce, de développer en fait l'enthousiasme autour de la plus grande alumni d'Europe. Donc tout ça a été très très motivant. Ok, donc tu as été très vite à plein temps? Oui, en 2016, j'étais quasiment en plein temps. J'étais à plus de 80% sur la sauce, ou entre 80 et 90%, j'ai plus les chiffres exacts en tête, j'ai tout ça quelque part. Mais oui, j'étais quasiment à temps plein. J'ai gardé quelques prestations avec des clients historiques. J'ai refusé des missions à cette époque-là parce que je ne pouvais pas assumer tout ce qui m'était demandé. Et donc j'ai dû décevoir certains de mes anciens clients. Alors, parlons-en, parce que beaucoup de chiffres ont circulé. Même moi, avant que nous ne commencions le tournage de cette interview vers épisode 2, j'avais des chiffres un peu fantaisistes en tête. Alors, la facturation Panoptes sur AMA, c'était combien et c'était calculé comment? Alors, quand tu as évoqué 500 € par an tout à l'heure, je me suis dit que, en définitive, ça aurait été plaisant, j'aurais pu investir dans l'immobilier, mais non, pas du tout. Les 500 KF, c'est sur 3 ans. Pour faire simple, en moyenne, j'ai facturé entre 180 et un peu plus de 190 000 € par an, pour du temps plein ou du quasi-temps plein, parce que quand j'étais à plus de 80% de mon temps, j'assumais encore des tâches purement bénévoles. Alors, je n'étais pas un bénévole prestataire, mais j'étais un prestataire qui acceptait de faire un certain nombre de tâches bénévoles, toutes celles qui touchaient nos conscrits, en particulier le projet valeur, sa continuité et les trades. Donc il suffit de faire un calcul très simple. Prenons un cadre comme un ancien délégué général, je ne connais pas les salaires exactement, mais prenons en chiffre rond 10 000 € en brut, ce qui fait en net 7 500 € par mois. Tu rajoutes l'ensemble des charges, on multiplie par 12 et ça nous amène à 186 000 €. Donc 186 000 €, c'est à peu près ce que j'ai facturé tous les ans. Je crois que parfois les Gazards ont une vision un peu romantique de l'équation économique d'une TPE, mais je paye les mêmes charges qu'une grande entreprise ou qu'une PME. Donc quand je facture 186 000 €, refaisons le calcul à l'envers, j'arrive à peu près sur ces 7 500 € net par mois. J'ai 56 ans, double diplôme, arts et métiers HEC. Je serais curieux de connaître la moyenne de salaire des gens de notre génération. Je pense que je suis typiquement dans la moyenne. Donc là-dessus, le procès qui a été fait, pour obscurantisme, est surprenant parce qu'en définitive, il suffit de faire une règle de 3 et de s'apercevoir que tout ça est très normal et très classique. En plus, ce mode de fonctionnement en prestation n'était pas censé durer. Il était prévu que la société AMA soit constituée et que tu redeviennes un salarié. Absolument, puisque ça faisait partie des travaux que nous avions menés, à la demande d'ailleurs de Jacques, qui avait nommé un petit groupe de travail pour œuvrer sur des projets de statut. Ce groupe de travail s'est réuni fin 2016, début 2017 pour arriver à un projet d'ailleurs qui avait été validé par l'ensemble du groupe et qui donnait la possibilité, après l'AG du mois d'avril 2017, donnait la possibilité donc de créer la SAS-AMA. Et dans ce cas-là, effectivement, je basculais d'un statut de prestataire à un statut de salarié.
on connaît la suite, démission de Jacques Paccard le même jour, arrivée de Marc Rumeau. Bon, je me suis largement exprimé sur ce sujet dans l'épisode 1, donc je ne vais pas le refaire. Mais en définitive... Quand même, si tu me permets, effectivement, vas-y. On a parlé, mais les conditions soi-disant aberrantes ou exorbitantes de cette prestation de Panoptes qui était prévue pour s'interrompre et pour devenir un salarié ont été dénoncées par la même personne qui a fait en sorte que justement la société ne soit pas constituée avec toi comme président. C'est-à-dire que ton statut de prestataire a duré bien plus longtemps qu'il n'aurait dû durer, justement à cause de Marc Rumeau. C'est très clair. Alors à cause de Marc Rumeau et de tout ce qui s'est passé à cette époque-là, la remise en cause de Marc par le comité, sa destitution, si on peut appeler ça comme ça, au mois de juillet 2017, mais tout ça est une aberration sans nom. C'est-à-dire que nous aurions dû créer la SAS à cette époque. Je vais prendre des chiffres ronds. La première année, nous avons dépensé à peu près, un peu moins, mais prenons un chiffre rond, 500 000 euros. Sur ces 500 000 euros, il y a juste 20% de TVA qu'on n'a pas pu récupérer puisque c'était sur la SOS. Donc nous avions mis en place sur le plan comptable, d'ailleurs avec bien évidemment l'équipe de la SOS et Gilles Ravet, nous avions mis en place un système de compte d'attente qui nous permettait de basculer rétroactivement ces fonds, les dépenses qui avaient été réalisées sur la nouvelle structure créée. Ça n'a jamais pu être fait, donc déjà prenons 20% des 500 000 euros, donc on aurait économisé déjà plus de 80 000 euros de TVA qu'on a gentiment donné à l'État. Deuxièmement, à cette époque-là, puisque notre positionnement consistait à aider les startups, nous commencions à monter des partenariats également avec des cabinets spécialisés dans la recherche de subventions et d'aides. On avait les moyens d'aller chercher des subventions et des aides pour la création de la SAS, à telle enseigne d'ailleurs encore qu'au début 2018, je suis revenu à plusieurs reprises, tant vers Gérard Murat que Jean-Marie Vigroux, pour leur dire voilà la proposition qui nous est faite par un cabinet, on a travaillé déjà dessus largement, il y a une date butoir de mémoire, je crois que c'était début mars, signons cette proposition avec une prestation qui va nous coûter 10 000 euros, nous sommes quasiment sûrs d'avoir 200 000 euros de subvention. C'est pareil, 200 000 euros, ça change un peu la vie sur une telle structure de coûts. Et puis enfin, le fait de ne pas avoir créé la SAS, pour moi, est une aberration. La première année était une année d'investissement. J'avais vérifié avec le cabinet de commissariat aux comptes qui était envisagé pour la SAS AMA, de la possibilité d'immobiliser les dépenses d'investissement qui avaient été réalisées. C'était tout à fait jouable. Donc ça signifie que la charge aurait été ventilée sur 3 ans et non pas pris directement sur les comptes de la première année. Donc je crois que parfois le Gazar confond trésorerie et exploitation, mais en l'espèce, oui, le cash est parti à ce rythme-là, l'exploitation de la structure aurait été différente et l'objectif était de faire de cette aventure un succès. J'espère qu'elle le sera in fine. Mais l'objectif était bien de faire de ce projet un succès. C'est une start-up, il y a des investissements. Enfin, je trouve aberrant qu'on ait agi sur le plan financier de cette manière-là, parce qu'en définitive, on a considéré qu'il y avait 500 000 euros de pertes brutes, avec bien évidemment des conséquences sur l'équilibre des comptes de la sauce, alors qu'il y avait des moyens très différents de traiter ce sujet. Alors, on aurait pu au moins en débattre un peu, j'allais dire, entre personnes concernées par ce projet. J'ai évoqué ce sujet à plusieurs reprises. J'ai travaillé avec le commissaire aux comptes qui était Mazar en l'espèce sur ce sujet. Et ça n'est pas allé plus loin. On a des côtés pompiers pyromanes. C'est-à-dire qu'on se met en situation de créer le feu. Après on dit, mais diable, il y a le feu, mais on va jouer les pompiers. En termes de gestion, je considère moi que c'est une aberration. Ouais, c'est une des choses qui m'a motivé à faire cette interview, parce que au-delà de beaucoup de gens qui sont au courant de la situation ont tendance à dire qu'il y a un problème par rapport aux valeurs Gazar, la façon dont des gens ont été traités est pas cohérente. Moi, ce qui me sidère un peu dans cette histoire, c'est
voilà, en même temps qu'on te fait un procès parce que tu coûtes de l'argent, et on vient d'en parler, on en perd allègrement à côté parce qu'on refuse de t'écouter et de faire ce qui aurait pu permettre d'avoir une situation à l'équilibre plus rapidement. C'est extrêmement bizarre. Cette inefficacité me choque profondément. Et c'est pour ça en particulier que je voulais qu'on discute. Revenons un peu en arrière. Je suis naïf comme beaucoup de gens. Quand Xavier Niel a monté Station F, j'ai pensé que c'était un peu du bénévolat avec ses millions. En fait, tu m'as expliqué que Station F, c'est un peu une machine à faire du fric pour Xavier Niel. Arts et Métiers Accélérateur est aussi une structure qui avait un business model, un business plan, et qui a vocation à faire de l'argent. C'est pas à but lucratif forcément, mais c'est pas une structure qui a vocation à demander à ce que la sauce y investisse à fond perdu. L'idée était de faire un outil, alors tu as raison d'évoquer cet aspect-là, de faire en fait une machine en quelque sorte à but non lucratif. Au sens où on n'est pas là pour vraiment gagner énormément de cash. L'objectif était d'être à l'équilibre plus, donc de dégager un certain nombre de ressources. Le modèle qui avait été imaginé au début était un modèle qui consistait à dire je rapproche les grandes entreprises des startups, je mets à disposition des startups et des grandes entreprises un écosystème qui est assez remarquable, puisqu'ayant en tête quand même, nous sommes allés chercher quasiment 400 experts et mentors. Alors il y avait des recoupements, allez disons, entre 300 et 400, puisque certains avaient une double casquette. Bénévole. 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 Alors, ceci dit bénévole, rien n'empêcherait une start-up accompagnée par un expert de dire à ce moment-là, cet expert représente une vraie valeur ajoutée pour nous, pourquoi ne pas passer un deal commercial avec lui? Enfin, c'est un autre débat, mais au départ, les règles du jeu, c'était le bénévolat et plus si affinité. Donc ce système, on l'a déjà mis en place, ce qui n'est absolument pas antagoniste avec la nécessité d'avoir une équipe pour animer, bien évidemment, l'outil, pour animer l'accélérateur. Donc le modèle économique consistait à dire on met en place un système extrêmement modulaire avec des grands groupes qui peuvent rechercher un certain nombre de startups et des startups qui peuvent rechercher un grand groupe principalement en tant que client, peut-être en tant qu'investisseur parce qu'on est non pas sur leur core business mais sur quelque chose qui appartient au mode de fonctionnement de l'entreprise industrielle mais qui lui permettent à elle d'évoluer. Donc l'idée était de construire en fait un pont entre ces deux univers. C'est pas nouveau, d'autres l'ont fait. Le modèle économique que l'on proposait était par contre assez novateur, puisque l'idée consistait à dire on fait un système modulaire en 3 étapes. Une étape en fait où on prend la start-up, on l'intègre à l'accélérateur. Une deuxième étape qui permet véritablement de commencer à développer non pas un modèle industriel, mais un proto-industriel, sachant qu'on partait bien évidemment d'une start-up qui avait déjà un POC, donc une réalité de l'objet industriel qu'elle avait à vendre. Objet industriel où on est aujourd'hui industrie du futur. Je crois qu'AEMA se positionne de plus en plus de cette manière-là, si j'ai bien compris. Enfin, il y a un effet marketing derrière, mais on ne peut pas parler aujourd'hui d'industrie du futur si on ne parle pas de data. Donc tant qu'on était dans l'univers software qui touchait à l'industrie, on intégrait également ce genre, on pouvait intégrer également ce genre de start-up. Et puis un troisième module qui correspondait à véritablement la phase d'industrialisation. Je fais simple, on était sur des coûts pour l'entreprise industrielle de 30, 30 et 30, ce qui faisait 90 000 euros, plus 10 000 euros qui étaient donnés sous forme de dons, en passant par la Fondation des Arts et Métiers, à la start-up. Les partenariats qu'on avait montés avec les caisses d'épargne, entre autres, faisaient que les startups pouvaient être dotées également d'une aide supplémentaire à la fois de la Fédération nationale des caisses d'épargne de 5 000 euros et la Fondation Arts et Métiers était prête à abonder 5 000 euros en plus. Donc ce modèle économique est le premier modèle sur lequel on a travaillé. On a été confronté en fait à 2 difficultés. D'abord, ayons en tête, ça nous en étions complètement conscients au démarrage, dans le débat que j'avais eu d'ailleurs à l'époque avec Roland Vardanega, qu'une grande entreprise ne jette pas l'argent par les fenêtres. Donc si elle se lance dans de l'aide, non pas de la subvention, mais de l'aide ou de la collaboration avec une entreprise qui lui permet d'atteindre des startups, il faut qu'elle y retrouve des avantages.
Donc bien évidemment, on a cherché à monter un modèle dans lequel l'idée était de dire la grande entreprise va pouvoir utiliser cette start-up soit dans son produit, soit dans son mode de fonctionnement, de telle sorte à optimiser sa production ou à vendre plus correctement ses produits. La difficulté donc qu'on a rencontrée, c'est que ce process en fait prend du temps. On n'était pas conscient quand on a lancé le projet, on pensait signer des deals plus rapidement, donc on a traîné. Alors quand bien même il n'y aurait pas eu toutes les histoires rocambolesques d'Iéna à cette époque-là, nous aurions pris du retard par rapport au business plan imaginé préalablement. Pour l'anecdote, tous les gens qui étaient autour de la table étaient comme moi et imaginaient qu'effectivement, au travers de la marque Arts et Métiers, on passerait assez rapidement ces deals et que nous irions assez vite. Ce que je constate, c'est qu'il faut aller avec une grande entreprise 12 à 18 mois. Aujourd'hui, AMA évoque la signature avec Richemont. Richemont, on a commencé à travailler avec eux en 2017. On a commencé à les approcher commercialement, ça a mis quasiment un an. Donc, GRT Gaz, on a commencé à l'automne, au tout début de l'automne 2017. Donc, on a mis 6 mois, on a été plus rapide pour concrétiser un deal avec eux. Donc, le cycle de vente est un peu plus long. Et puis, une fois de plus, les perturbations qui existaient à Iéna n'ont en rien favorisé l'éclosion d'AMA. Un comité de pilotage avait été mis en place, 10-12 personnes, avec bien évidemment des gens très antagonistes au projet, en tous les cas, je dirais plus à moi d'ailleurs qu'au projet, mais tout ça rejaillissait sur le projet. On avait des gens de renom, Marc Runeau qui avait un très grand carnet d'adresses, Charles Dehély qui sortait d'un job également dans lequel son carnet d'adresses était remarquable. J'ai demandé lors d'un comité de pilotage, je leur ai dit écoutez, ça a l'air d'amorcer les choses un peu plus lentement que ce qui était imaginé, faisons quelque chose d'intelligent, chacun me donne 5 contacts et nous avançons sur le sujet. Sur les 10-12 personnes du comité, il n'y en a qu'un qui m'a aidé, c'est Bertrand Bion-Rousseau, et je l'en remercie d'ailleurs, et qui m'a proposé 3 contacts, qu'il est venu voir avec moi. L'un était assez avancé, en l'occurrence un équipementier automobile, Faurecia. J'ai cru comprendre que un deal avec Faurecia avançait pour AMA, donc ça aura pris un an. Mais d'un côté, cycle de vente un peu plus long, de notre côté, une léthargie terrible où, pour des raisons politico-sordides, des gens qui n'essayent pas de contribuer à cet élan. Donc, une fois de plus, on est dans le pompier pyromane qu'on évoquait tout à l'heure. Je crois me souvenir d'une anecdote assez croustillante, c'est que une des premières personnes que tu as été voir pour parler d'AMA, au tout début du projet, c'est Patrick Cantelli. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le président d'Arts et Métiers Business Angels, donc ça a quand même beaucoup de sens. Arrête de rire comme ça. Non, mais ça a beaucoup de sens d'aller voir en premier sur un sujet d'entrepreneuriat. Évidemment. Et Patrick, tu avais fait une prédiction un peu sinistre. Vas-y. Patrick m'avait fait une prédiction tout à fait sinistre. Il m'avait dit ton projet est super, ça donnerait un élan nouveau à la sauce. Moi j'y crois dur comme fer, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut absolument faire, mais tu n'y arriveras pas. Et j'avoue que je n'avais pas compris la contradiction du propos sur le moment, donc je lui avais demandé à m'expliquer. Il m'avait dit non, ça va être très compliqué, tu vas avoir des courants internes qui vont se battre contre ton projet, tu auras les pires difficultés, même à créer la structure. Alors, force est de constater, au fond, un peu plus d'1 an après, 1 an et demi après, qu'il avait peut-être raison. Et il avait d'autant plus raison qu'en définitive, il fait partie du groupe de travail qui a audité le projet de manière assez amusante sans voir un seul des collaborateurs de l'équipe. Donc, il n'avait pas tort. Justement, revenons donc un peu à l'historique. Tu as donc continué à bosser pendant la polémique. Donc, beaucoup de gens soudainement se sont déclarés comme extrêmement perturbés par le projet AMA, voire opposés au projet AMA, alors que
ils l'avaient voté ou ils avaient été parfaitement au courant et personne ne s'était manifesté en gros pendant que ça se montait, et d'un seul coup tout le monde découvrait que c'était une véritable horreur et qu'il fallait absolument agir. Et je me rappelle que pendant la campagne électorale, le président ne s'était pas, l'actuel président, donc le candidat Jean-Marie Vigroux, ne s'était pas prononcé sur le fond du dossier, mais avait annoncé que s'il était élu, évidemment il mènerait un audit, ce qui paraît naturel, vu l'ambiance qui régnait autour du projet, ça paraissait naturel. Et moi, de mon point de vue, je suivais la campagne avec intérêt, je n'excluais pas le fait que, bon, bien sûr, j'ai confiance en toi, donc je savais qu'il n'y avait pas de malversation ou de choses douteuses dans le montage, mais je n'excluais pas le fait que AMA soit au fond potentiellement une fausse bonne idée et que l'audit ne sorte pas en concluant que, voilà, on arrête parce que c'est... Bon, même toi, tu peux te tromper. Ça aurait été possible. Absolument, et ça aurait été tout à fait, ça aurait été une posture tout à fait légitime. Et donc Jean-Marie lance un audit. Il crée un groupe de travail, c'est ça? Il lance un audit. Il crée un groupe de travail, absolument. Il lance une sorte de diagnostic du projet, animé par Patrick Cantelli, et qui ne va voir strictement aucun des collaborateurs d'AMA. C'est-à-dire qu'il y a 4 personnes qui bossent pour AMA, c'est ça? Alors, oui, il y a 4 personnes à cette époque-là. Je soustrais une personne un peu particulière dans cette équipe qui est la fille de Patrick. Qui est stagiaire. Qui est stagiaire. Je pense qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'échanges sur ce sujet d'ailleurs, parce que je crois qu'ils savent faire la part des choses l'un et l'autre. Je n'ai pas de doute là-dessus. Simplement, Patrick ne va voir ni Gaël, ni Ingrid, ni moi. Donc il finit par faire une note de synthèse de son diagnostic, entre guillemets, qu'il envoie au bureau de la SOS dès que Jean-Marie Vigroux est élu, et qui donne lieu donc le 19 décembre 2017 à une réunion de travail à laquelle je suis invité. Bien évidemment, je reçois cette note préalablement. Donc c'est une note que je commente très largement parce qu'une bonne partie des informations qui sont données sont fausses. Ce qui n'est pas surprenant une fois de plus, parce que quand on ne va pas voir les principaux intéressés, ce qui est une manière un peu cavalière de considérer un audit, on ne peut pas avoir l'ensemble des informations pertinentes. Donc j'attire l'attention du bureau sur un certain nombre de fausses informations, d'erreurs dans cette note. Je le fais bien évidemment par écrit, avant de rencontrer tout le monde le 19 décembre. Ok. Et bon, bien qu'il y ait des erreurs et des omissions dans le rapport, le ton reste finalement, la conclusion reste finalement assez positive. La conclusion est positive. Tout le monde est convaincu que c'est un projet qui doit être consolidé, que c'est une véritable opportunité dans l'écosystème global des arts et métiers, en considérant bien évidemment l'école. Donc nous sommes sur un projet qui est un projet, entre guillemets, stratégique pour cette communauté arts et métiers, et sur laquelle nous pouvons, en tant que SOS, en tant qu'alumni, apporter une brique que l'école n'a pas. Il y en a d'autres, il y a l'ensemble de l'écosystème, les groupes professionnels, le CLENAM, le REXAM, bien évidemment, on est allé voir tous ces gens-là préalablement. On a utilisé largement ces compétences pour avoir quelques experts et mentors, et on a entretenu tout au long du projet, en particulier avec le CLENAM et MBA, des liens proches pour simplement s'enrichir de gens qui étaient déjà dans cet univers-là préalablement. Nous étions le 19 décembre, le bureau, la présentation de l'audit qui a été réalisé. Et là, le président confirme qu'il faut poursuivre le projet AMA et confirme qu'il faut te maintenir à la tête de celui-ci. C'est ça? Absolument. Donc, effectivement, je suis invité à ce bureau-là. Alors, le bureau confirme son souhait mais les nouveaux statuts de la SOS font que la création d'une filiale nécessite la validation du conseil d'administration, ce qui n'était pas le cas un an plus tôt, puisque l'AG avait décidé. Donc le bureau décide de reprendre, ou de prendre en tous les cas les nouveaux process liés en fait au nouveau statut. Et donc ce qui ressort du bureau, c'est un projet stratégique et important pour la SOS,
ce projet doit être maintenu et je dois être à la tête de ce projet. Et donc le bureau entérine la proposition qui va être faite au CA de création de la SAS et de ma nomination en tant que président. C'est ce qui ressort du bureau du 19 décembre. Donc sur le moment, je suis plutôt satisfait. Je connais quasiment tous les membres du nouveau bureau, pas tous intimement. Certains, un d'entre eux m'a aidé dans la recherche de prospects, c'est Jean Fournier. Il m'a proposé 2 ou 3 contacts. Et puis les autres sont assez nouveaux ou très jeunes pour avoir un carnet d'adresses qui permet ce genre de choses. Donc je ressors de là rassuré sur le fait que le projet a de bonnes chances de perdurer et qu'enfin on va le traiter de manière, je dirais, intelligente dans les mois qui viennent. Et à titre personnel, j'imagine que tu rentres chez toi ce soir-là en te disant que ton honneur va être lavé, ne serait-ce que implicitement, parce que si on te maintient à la tête de ce projet, c'est qu'on est satisfait de tes services. Absolument. Et excuse-moi, mais à quel moment tu t'es rendu compte que ça n'allait pas être le cas ? Je m'en suis rendu compte quelques jours plus tard. D'abord parce que je propose d'aider Jean-Marie Vigroux à préparer le CA, en tous les cas le volet AMA. Dans un premier temps, il accepte, donc je commence à travailler sur une petite proposition de document. Et assez rapidement, je crois au bout de 2 jours, il m'envoie en fait ce qui va être présenté en CA, c'est-à-dire un texte très, très simple, pas de présentation PowerPoint particulière. Donc là, je suis un peu surpris parce que j'ai en rien été sollicité pour travailler sur le fond. Ça me paraît pas totalement stupide, puisque je connais quand même bien le projet. Donc je commence à me dire que tout ça est quand même très surprenant et que la méthode de travail est quand même très très particulière. On m'explique que je ne peux pas participer au CA parce que j'ai des opposants au CA extrêmement virulents. Moi je suis plutôt partant justement parce que j'ai des opposants pour y aller. Pour qu'on puisse expliquer, parce que je crois que le dialogue peut permettre de résoudre beaucoup de problèmes. Donc je n'y suis pas invité. Je suis surpris de voir que Jean-Marie Vigroux ne me fait pas de retour. Il ne m'appelle pas. Il finit par demander à son délégué général de me faire une restitution du conseil d'administration. Et là, effectivement, je me dis que cette affaire va être très compliquée. Il y a des opposants féroces. Je ne les citerai pas, mais bien évidemment, compte tenu des propos qui sont tenus. Tu parlais de laver mon honneur. Dans le premier épisode, je montre quelques mails sympathiques et conviviaux qui ont été envoyés de manière virale à la communauté. Je m'aperçois qu'en fait, comme je l'ai expliqué lors du premier épisode, j'ai décidé de lancer une action contre ce genre de pratique. Action en justice. Action en justice. La sauce ne bougeant pas. Enfin, voilà, donc je décide, d'ailleurs, après avoir demandé son avis à Jean-Marie, je décide d'y aller en tant que Gazar, pas en tant que président. D'ailleurs, il se prononce plutôt favorable pour ma démarche. Et donc je décide de lancer ces opérations. Mais que ce soit encore un sujet de débat en conseil d'administration et qu'en fait quelque chose qui est là simplement pour reprendre ton expression, laver mon honneur se transforme en pugilat, c'est quand même très surprenant. Donc à partir de là, je me dis qu'il y a quelque chose dans le système que je ne comprends pas, que je n'ai toujours pas d'ailleurs extrêmement bien compris, c'est le moins qu'on puisse dire. S'ensuit 1 ou 2 réunions avec le groupe de travail. La première réunion avec le groupe de travail est une réunion assez délicieuse puisqu'elle commence par un propos de Gérard Murat qui est le futur président de la SAS, qui m'indique que ce qui a été fait est extrêmement intéressant,
qui est très content de l'implication que j'ai eue dans ce projet et qui serait très heureux de me voir continuer en tant que bénévole. Et donc là, je me dis définitivement qu'une pièce m'a échappé dans le puzzle et que je ne reconstituerai jamais l'image. Ouais, donc 19 décembre, tu y as cru un moment. Et en fait, c'était une fumisterie cette histoire. Ah, Le bureau était au coup, parce que le bureau qui a confirmé qu'ils allaient présenter au CA la poursuite du projet ouais. et ta présidence, le bureau savait que ça allait pas se passer comme ça? Ou ils ont eux-mêmes... Oh, je te demande un avis personnel, hein, parce que j'imagine que... Je n'en ai aucune idée. Le bureau a été en grande partie renouvelé. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas que le bureau aurait pu prendre une posture aussi surprenante, c'est-à-dire me faire un joli spectacle qui touche plutôt au théâtre, mais absolument pas à la vie professionnelle. Non, j'y crois pas. Ce qui s'est passé, je n'en sais rien. Mais force est de constater que certaines décisions actuelles laissent extrêmement dubitatifs sur les raisons qui président à leur prise. Donc, je ne sais pas. En même temps, soyons honnêtes, Gérard Murat, donc, qui reprend le projet, va le présenter à l'AG d'avril 2018. Oui. Et il va expliquer que finalement, le groupe de travail qu'il dirige est reparti de zéro et que tout ce qui est en place à ce moment-là est une création récente. C'est un nouvel AMA, il n'y avait rien avant, de toute façon, Claude, tu le sais bien. Ah ben je le sais, en fait, il n'y avait rien avant. Non, mais tu as raison, la posture qu'il prend à ce moment-là est très surprenante. Moi, je suis au chevet de mes parents ce jour-là, je ne peux pas être à Iéna pour cette assemblée générale. Et au fond, je me demande si ça n'est pas mieux parce que je crois que les débats auraient été terriblement enflammés parce que la désinformation est absolument extraordinaire pendant cet AG. Bon, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit, les applaudissements à la fin du contrat d'ailleurs annoncé de Panoptes. L'applaudissement de certains m'ont d'ailleurs un peu chagriné. Pourquoi? Parce que d'abord ce projet a été validé par toutes les instances. Moi j'ai toujours été solidaire de mes présidents, que ce soit Roland Vardanega ou Jacques Paccard. Quand une décision a été prise en commun, je l'ai toujours assumée. Quand bien même il m'est arrivé parfois de ne pas être d'accord, je l'ai défendu, assumé jusqu'au bout. Et là je trouve qu'avec le thème AMA, il y en a quelques-uns autres en l'espèce, mais je trouve assez prodigieux que des gens qui aient voté des projets, voté des décisions, se réveillent un beau jour en disant mais non, j'ai fait une bêtise et je ne suis pas dans une collectivité, donc je vais bien évidemment faire œuvre d'une posture très individuelle sur ces sujets-là. Donc oui, très surprenant le propos de Gérard Murat. Alors, on va justement s'amuser un petit peu avec quelques extraits de cet AG. On va commencer par la fin d'ailleurs, puisqu'à l'issue de la présentation de Gérard Murat, où il va expliquer, et on va le montrer, à quel point il a tout repris à zéro et tout signé avec sa mimine, un ancien délégué général, Pierre Gaudin, prend la parole immédiatement pour manifester son soutien au nouvel AMA. Je voudrais faire une intervention un peu générale, mais qui est rattachée au sujet. AMA, dans sa version actuelle, je ne vous étonnerai pas en disant que je suis totalement opposé. Par contre, avec la présentation qui vient d'être faite, pour moi, qu'est-ce qui est important dans la société? Il y a deux objectifs majeurs, c'est l'amitié, la fraternité dans la société et le soutien à l'école, qui est le fait notre vivier et notre image, notre vitrine. Donc à partir du moment où on mène des actions qui sont de caractère de valorisation de l'industrie, en s'appuyant, au moins en étant en collaboration permanente et organisée avec l'école, et comme ça a été souligné, on fait la chaîne complète entre ce qui existait déjà et qui demandait qu'à être développé et ce qu'on apporte en plus, à ce moment-là, on peut s'engager et avec dans l'optique
évidemment, il y a un investissement initial à faire, au moins une petite prise de risque, mais que l'on essaie de maîtriser, et on se donne le temps, avec des échéances qui sont connues, comme ça a été précisé, pour mesurer l'avancement, et si véritablement on est dans l'erreur, on a le droit d'être dans l'erreur, à condition de s'en rendre compte assez vite pour corriger. Donc, avec ces deux orientations des missions de la société, avec ce projet particulier, je pense qu'on fait un pas en avant et qu'on permet une meilleure valorisation de notre formation. Je crois que ce que dit Pierre Gaudin résume merveilleusement bien la situation. Bien évidemment, je n'en veux en aucune manière à Pierre d'avoir tenu ces propos. Il décrit une ancienne AEMA pour laquelle il est totalement opposé et une nouvelle AEMA pour laquelle il est enthousiaste, fort d'ailleurs des missions qu'il rappelle de la SOS dans son propos liminaire, en disant au fond la SOS, c'est la fraternité, la bienveillance au sein de l'association, et c'est aider l'école. Ce qui est amusant, c'est que de prime abord, AMA répond merveilleusement bien à ces deux critères. En ce qui concerne la bienveillance et la fraternité, je laisse chacun juge sur ce plan-là de faire son propre constat et son propre diagnostic. Donc je ne lui en veux pas, et ce qu'il dit est assez sensé, si ce n'est que le nouveau projet est quand même férocement proche de l'ancien. Ok, ça c'était le retour en arrière. On va reprendre l'intervention de Gérard Murat pour voir justement ce qu'il présente comme le résultat de la nouvelle AEMA. Alors nous avons pris l'initiative de facturer les postes de station F, que contre toute attente, ces postes que nous payons, enfin que l'association a payé en 2017, et au passage, je vous confirme que tout le groupe de travail partage avec vous la frustration sur le passé, pour ne pas dire plus. Mais en facturant les postes de travail, nous allons avoir un bénéfice de 40 000 € par an au lieu d'avoir une perte sur ce poste-là. Bon, sur ce premier point, Gérard dit qu'il a pris l'initiative, ou que le groupe de travail a pris l'initiative de facturer les postes à station F. Je ne vois pas où est l'initiative, puisqu'on les facture depuis l'année 2017, qu'on a prévu une nouvelle grille tarifaire au 1er janvier, qu'on en informe d'ailleurs toutes les startups fin décembre, avec pour objectif cette fois-ci non pas de couvrir uniquement les frais, mais de créer en fait un peu de rentabilité sur les postes de station F. Avec du surbooking ? Alors absolument avec du surbooking, qu'on a mis beaucoup de temps à négocier d'ailleurs avec station F. Ça a été fait en 2 étapes, d'abord 10%, puis 10 nouveaux pourcents, ce qui fait que nous avons 72 postes. Faites le calcul, on peut à partir de ce moment-là en facturer de mémoire quasiment 90. Et je rappelle que Laurent Champanet, qui est membre du conseil d'administration de la SOS, soutient le projet AEMA, en considérant, à condition qu'il soit bien défini, ce qu'on va vous expliquer maintenant, qu'il était parfaitement complémentaire avec l'incubateur de l'école. Donc Gérard insiste sur le fait que Laurent Champanet défend ce projet, évidemment, et j'en suis très heureux. Le projet a été conçu pour être dans la continuité de l'incubateur de l'ENSAM. D'ailleurs, il y a en tête également que l'école a enrichi son dispositif autour de l'entrepreneuriat. Donc oui, depuis le début, depuis juillet 2017, on se positionne bien dans la continuité de l'incubateur de l'école. Il y a eu à un moment donné un petit misfit sur notre positionnement qui a été corrigé immédiatement sur notre site, et dès juin 2017, les choses sont très claires. Donc oui, nous sommes dans la continuité de l'incubateur de l'école, et oui, je suis heureux d'apprendre que Laurent Champanet confirme son intérêt. On a eu quand même les pires difficultés à attirer l'incubateur chez nous. Nous les avons invités à plusieurs reprises. Ça n'a jamais été honoré par la présence en fait de l'incubateur de l'école. Donc, faut dire que c'est super loin. C'est au moins 500 mètres. C'est 800, je crois. Ouais, facile. Ouais. 800. C'est loin. C'est pas simple. Alors, nous avons réussi le stand AEMA à Global Industries. Donc... Alors, merci à Gérard pour ses commentaires laudateurs sur le salon Global Industries,
Comme le montre la photo qui apparaît, le Salon Global Industrie et l'intervention dans les métiers accélération, c'est l'ancienne équipe, c'est pas la nouvelle. Ingrid y a fortement contribué avant d'être licenciée. Moi, j'ai accepté de continuer à travailler en mars parce que je m'étais engagé vis-à-vis des gens qui tenaient à ce que nous intervenions au Salon Global Industrie et préalablement d'ailleurs à une première mondiale avec Novares, alors que j'étais effectivement sans filet, à ce moment-là sans contrat. J'ai accepté, parce qu'une fois de plus, j'étais engagé vis-à-vis de ces gens-là. Ça a été un succès, un grand succès. La presse a été très positive. Les gens, les partenaires avec qui nous avons travaillé ont été extrêmement positifs. Et comme un concours de circonstances, le courrier qui annonce la fin de ma collaboration avec AMA est envoyé de mémoire, je crois, le 29 mars, de sorte à ce que je le reçois le 30, c'est-à-dire le jour de la fin du Salon Global Industrie. Donc les calendriers sont parfois taquins. Cruels même. Cruels même. Nous sommes en train de négocier le premier contrat avec un industriel dans le cadre du nouveau business model. Donc... Au niveau de l'école, on travaille déjà avec eux puisqu'on a déjà signé un client. Gérard n'en a pas parlé, il a donné une vue plutôt, je dirais, conservatrice et pessimiste. En fait, la réalité, c'est qu'on a un autre client qui est GRT Gaz, qui a été signé avec AM Valor. Donc, on est en train de commencer à produire. On a une réunion avec Bertrand, donc AM Valor, et nous avec GRT Gaz. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, ça va faire de la facturation immédiate. Je pense qu'on sera plus proche de l'équilibre cette année que dans 3 ans. Mais effectivement, ça fait partie de nos préoccupations d'avoir l'écosystème, donc les labos, l'incubateur, l'école et tout l'écosystème qu'on a ici, nous, déjà. Je trouve ça épatant. Donc je suis très heureux de savoir que Richemont va passer un deal effectivement avec AMA. Ayons simplement en tête que le prospect Richemont, nous le traitons depuis l'été 2017. Des réunions ont été repoussées, ils ont quelques changements internes qui font que les liens qu'ils peuvent avoir avec nous prennent du retard. Donc je suis heureux de savoir que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le cycle de vente va se terminer avec eux. Deuxième sujet, GRT Gaz. GRT Gaz, effectivement, est un dossier que nous avons signé. Et quand on dit qu'on a enfin rétabli, le nouveau groupe de travail a enfin rétabli de bonnes relations avec l'école, c'est encore épatant puisque GRT Gaz est un contrat que j'ai passé avec l'école d'un côté, au travers d'AM Valor. Pour ceux qui ne connaissent pas ce nouveau vocable, c'est l'ancienne CERAM ou le moins ancien art. Donc j'ai passé un deal avec AM Valor pour faire travailler les labos sur ce projet-là. La signature du contrat a été ubuesque et a pris un temps fou. Nous avons failli le perdre. Côté sauce. Côté sauce, oui, nous avons failli le perdre côté sauce parce que dès lors que la décision est prise chez GRT Gaz, c'est au début de l'année 2018. Après, c'est que de l'administratif, il faut rentrer les données sur SAP, enfin tout le monde connaît ça. La signature prend un temps fou. D'abord Jean-Marie, ensuite Gérard met un peu de temps à signer un contrat et puis d'ailleurs revient dessus quelques temps après l'avoir signé. Enfin, la signature est totalement ubuesque. Mais ces deux opérations sont le fruit du travail acharné des mois précédents. À un moment, GRT Gaz, à cause de ce délai, menace même de se retirer, non ? Ils étaient extrêmement agacés puis inquiets parce que le premier chef de projet que j'avais imaginé était Ingrid Godefroy, qui a été licenciée. Le sujet est un peu touchy parce que il y a les labos de l'école, il faut avoir, je pense, un peu d'expérience pour gérer des projets comme celui-ci. Donc je demande à Gérard qui en met sur ce projet-là, est-ce que je le prends ou pas. Et c'est là où j'ai une réponse assez amusante dans laquelle Gérard se demande s'il est intéressant de mener ce projet. Bon, en définitive, ils l'ont signé, je pense que c'est une bonne chose. En tout cas, le jour de l'AG, ils sont ravis de l'avoir signé. Ah, ils ont l'air ravis, j'en suis tout autant. On a établi des critères clairs pour qu'on puisse passer du stade incubation au stade accélération. Alors les critères clairs, nous avions les mêmes, donc je confirme, je trouve qu'ils sont clairs.
Un seul est rajouté, le fait d'avoir, au moment où la candidature à AMA est présentée, le fait d'avoir un client pour la start-up. Certains de nos start-up en avaient, d'autres non. Bon, on pourrait discuter éternellement de ce critère-là, mais en tous les cas, tous les autres sont absolument identiques aux nôtres. Donc cette définition règle le problème de l'interface avec l'école, qui était source de conflit, puisque jusqu'ici, AMA avait comme objectif un objectif tellement large qu'il couvrait aussi l'incubateur. Pour faire idiot, c'est quand même assez difficile de faire pire. Alors, d'abord, que dit Gérard Murat dans cette partie-là? Il dit qu'au fond, il faut absolument rendre l'accélérateur et l'incubateur compatibles. Ça tombe merveilleusement bien. D'un côté, on a un incubateur, de l'autre, on a un accélérateur. Donc, par essence, non seulement ils sont compatibles, mais l'un vient après l'autre. Je me suis déjà exprimé là-dessus tout à l'heure. Je ne réagirai même pas à la manière, je trouve, très bienveillante avec laquelle on m'explique que pour faire pire, c'est difficile. Nous voulons nous positionner sur l'industrie du futur. Or, nous sommes les seuls qui peuvent avoir vraiment ce positionnement. C'est-à-dire que nous allons prendre que des projets qui ont un contenu produit technologique et hardware. Bien entendu, il y aura du soft. Mais on ne va pas prendre de projets où il n'y a que du numérique, des plateformes, de l'Internet ou du logiciel. On va rester dans nos gènes. Et quand on fait le tour de la compétition, puisque nous, on a fait du benchmarking, ben on est les seuls à pouvoir faire ça aussi. Alors merci à Gérard encore, parce qu'effectivement, le positionnement qui est décrit par le groupe du travail est exactement le positionnement qui a été arrêté dès 2017. Nous sommes bien sur l'industrie, nous sommes bien sur du hardware, du software, bien évidemment, en particulier si on se positionne sur l'industrie du futur, il doit y en avoir. Nous l'évoquions il y a quelques minutes, la data est fondamentale maintenant pour se positionner sur ce type de sujet. Donc là encore, strictement rien de nouveau quant au positionnement. Et puis, quand on parle de benchmarking, je crois que Gérard a raison d'utiliser les bonnes vieilles recettes qui ne sont jamais démodées. Le benchmarking, nous l'avons fait en 2016, nous l'avons fait avec Usine.io, ça a donné lieu à un rapport qui a été remis à l'ensemble du bureau pour éclairer ces décisions. Donc, je trouve que quand on dit on a fait du benchmarking, nous, il aurait été préférable de dire on a fait du benchmarking comme d'autres en ont fait avant. Ça dit aussi que nous sommes les seuls à être positionnés sur l'industrie du futur. Il n'y aurait pas l'X qui aurait fait des choses dans ce domaine ? Tu as raison, l'X, non seulement un incubateur, un accélérateur qui traite de sujets industriels, mais en plus, sauf erreur de ma part, il crée un master industrie du futur en septembre, avec, me semble-t-il, un petit peu d'avance de phase sur l'école, enfin sur notre école, sur l'ENSAM. Donc dire qu'on est les seuls, ça aurait été une bonne chose, mais nous ne sommes pas les seuls sur ce créneau-là. On a déjà tout un tas de choses qui s'emboîtent plus ou moins bien les unes dans les autres, mais je pense que dans l'ensemble, tout ça, c'est cohérent, qui nous permettent de nous positionner comme un véritable ensemble promoteur de l'entrepreneuriat. Ensuite, on a évidemment un réseau d'industriels potentiellement intéressés. On va vous expliquer comment on va les attirer. On a un réseau reconnu de parrains et d'experts compétents et qui sont souvent bénévoles, par exemple. Alors quand on parle de l'écosystème effectivement très riche qu'on peut mettre en place, c'est celui que nous avons mis en place. Nous avons travaillé avec le CLENAM, avec MBA, avec le RECSAM. Nous avons, je l'ai évoqué à plusieurs reprises, essayé de pousser l'école à travailler à nos côtés. Tout ce qui a été fait, elle a été fait dans un écosystème global. Ensuite, la réactivité de notre célèbre réseau arts et métiers, souvent qualifié d'ailleurs de mafieux, c'est un autre problème. Je ne suis pas convaincu que notre réseau soit hyper réactif dans ce genre de situation. Je pense que c'est vraiment un axe de progrès, passer de l'affect simple
au développement de la marque au travers du business. On n'a pas comme ambition de laisser végéter le système qu'on nous a confié. Notre ambition, c'est de développer la situation partant d'une feuille presque blanche, mais pas tout à fait blanche. Alors Gérard Murat nous dit qu'effectivement, il est pratiquement parti, enfin le groupe de travail est pratiquement parti de la feuille blanche. C'est quand même un propos d'autant plus surprenant qu'en début de phrase, il estime qu'on lui a donné un système qui doit continuer à faire fonctionner et qu'il a bien évidemment une grande ambition, c'est le développer. Je ne sais pas ce que signifie démarrer d'une feuille blanche. Nous avons mis en place un écosystème qui est complet. Nous avons Station F, d'ailleurs Gérard évoque un peu avant cette partie-là que c'est un véritable actif du projet. Démarrer avec une taille feuille blanche, j'aimerais le faire pour tous mes projets. Quand on dit démarrer avec une feuille blanche alors que de nombreux partenariats ont été signés, des partenariats que tout le monde connaît, des caisses d'épargne, Accenture, Avanade, Inventis, on travaille bien évidemment avec la BPI, on travaille avec Usinaio. Tous ces partenariats représentent un véritable actif. Ils ont été mis en place, ils ont été construits, ça nous a pris du temps, ça nous a pris beaucoup d'énergie. Donc une fois de plus, démarrer avec une telle feuille blanche en nouveau projet, je signe tout de suite. Donc non seulement je ne comprends pas ce que signifie cette feuille blanche, mais je trouve qu'elle est assez offensante pour l'équipe qui a travaillé d'arrache-pied pendant plusieurs mois sur ce projet. Je signale également que sur le volet bénévole, on est arrivé à motiver 160 mentors, encore plus d'experts. Une fois de plus, démarrer avec une feuille blanche, j'en rêve à chaque fois que je lance un projet. Tu mentionnais il y a un instant une anecdote un peu sinistre, le fait que l'absence de Fabrice Akari à l'âge d'avril pour raison de santé, et Dieu sait que je l'ai eu au téléphone et je l'ai vu à cette époque-là, il y avait vraiment une raison de santé, ça a été applaudi, personne ne s'est levé à ma connaissance pour réagir. S'indigner. Je pense que c'est le mot. Au passage, quelques semaines plus tard, quand l'annonce du licenciement de Fabrice Akari avait été décidée, il y a une grande table bien connue au restaurant d'Iéna dans laquelle les grands bénévoles autoproclamés ont sabré le champagne pour célébrer ça, au sein même de la sauce. C'est assez hallucinant qu'on laisse faire ça au vu et au su de tout le monde. Je pense qu'à partir du moment où on ne sait pas arrêter ce genre de choses tout de suite, effectivement, c'est devenu assez inarrêtable. Mais bref, au-delà d'aspect valeur, encore une fois, chacun se fera une opinion, mais tout ce bazar autour d'AMA, ça dit quoi sur la capacité de la sauce à mettre en œuvre des choses un peu ambitieuses et un peu lourdes? Ça dit surtout une chose, c'est que je pense que nous avons des difficultés à transformer nos ambitions en projets concrets. C'est pas la première tentative sur les dernières années de développement de projets un peu novateurs. Il y en a eu d'autres. Là, nous sommes face à un semi-échec. J'espère que le projet AEMA continuera à se développer. Par contre, tout l'environnement de ce projet, tout ce qui s'est passé depuis quelques mois est assez insupportable. Alors, je l'ai vécu de l'intérieur, bien évidemment, donc j'ai un regard très critique par rapport à tout ça. Quelles sont les difficultés qu'on rencontre ? Moi, j'aimerais que la sauce, en fait le bureau de la sauce, me parle d'une stratégie ambitieuse de développement de notre communauté. J'aimerais qu'elle me parle d'utilisation des actifs. 42 millions, si je m'en réfère au dernier bilan présenté par le bureau, en AG, c'est quand même pas rien. On a les capacités de compartimenter ces fonds, on a la capacité de dire on peut en consacrer une partie à l'école par exemple pour tel ou tel projet, on peut en consacrer aux élèves. Le projet de changement, d'évolution des TRADS est un projet majeur. Une fois de plus, je rappelle que le ministère et l'école a reconnu au travers de la charte tripartite
que la formation en fait humaine liée à nos trades et à la vie associative était une composante importante de notre diplôme, bien évidemment en complément de la formation académique. Donc pour moi le débat n'est plus là, c'est comment utiliser ces fonds au mieux. On évoquait beaucoup la problématique des bénévoles. Nous avions déjà beaucoup de bénévoles sur le projet AMA, mais avoir des bénévoles à disposition, d'abord encore faut-il avoir assez de matière pour les utiliser, ce qui n'était pas toujours le cas si je prends l'exemple de mes 160 mentors et des 20 projets qu'on imaginait pouvoir gérer par an. Donc comment utiliser au mieux, comment motiver surtout des plus jeunes à rentrer à la sauce. Je ne fais offense à personne en disant que grande partie de nos vice-présidents sont des gens qui ont fini leur carrière professionnelle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des quadras plutôt en pleine force de l'âge? Pourquoi ne pas avoir un quadra président de la sauce? Je trouve que ça aurait du sens, il serait en prise avec les problématiques industrielles, ce serait un acteur. Je suis assez convaincu que dans de grands groupes, quelqu'un susceptible et prêt à consacrer 2 jours par semaine à la sauce pendant un mandat d'une longueur à définir pour être une véritable idée. Je pense que dans ces conditions, la sauce pourrait très bien rémunérer en partie ce président, simplement pour avoir des gens en pleine force de l'âge qui ont l'énergie, le réseau, la connaissance pour faire bouger un certain nombre de lignes. On en connaît des camarades qui auraient l'envergure pour faire ça. Pourquoi ne pas aller dans ce sens-là? Moi j'espère que les jeunes vont faire bouger les choses. Nous sommes tous très attachés à nos promos. La sauce est un concept en fait qui nous intéresse souvent quand on parle de trads. On participe à certaines manips, on est présent dans les groupes régionaux, mais la politique de la sauce au sens Siena est bien loin de tout le monde. On n'a pas de structure véritablement décentralisée. On a beaucoup de sujets à traiter. L'organisation même d'IENA mériterait qu'on y réfléchisse plus en profondeur. Que réponds-tu à nos camarades qui, visionnant ces 2 vidéos d'interview, il y en aura peut-être d'autres d'ailleurs, que réponds-tu à ceux qui pensent que ça contribue potentiellement à affaiblir la communauté? Je ne vois pas en quoi. Une vidéo qui est diffusée à 34 000 membres, comme celle qui a été diffusée après l'AG, qui présente tout un tas d'informations saugrenues, pour ne pas voir parfois exotiques, en ce qui concerne AMA. Est-ce que c'est rendre service à la communauté? Est-ce que c'est rendre service en fait à nos valeurs? Je ne crois pas. Je m'étais tu jusqu'à présent, je crois que maintenant j'ai repris ma liberté, je peux parler. Je fais d'autant plus facilement qu'en fait mes engagements vis-à-vis de la sauce sont derrière moi. J'ai œuvré pendant de nombreuses années, comme tu as œuvré d'ailleurs pendant de nombreuses années, donc on n'a pas d'intérêt à tenir ce genre de propos de vérité. On a simplement une volonté, en tous les cas c'est celle que j'ai de mon côté, c'est ne pas laisser s'entretenir de fausses informations, de diffamations. Enfin, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Je trouve ça totalement indigne d'applaudir à l'absence du délégué général. J'ai vu sur certaines vidéos des gens applaudir aussi qui m'ont beaucoup surpris à l'annonce de la fin du contrat Panoptes. Je trouve ça complètement fou. Une fois de plus, c'est pas ma communauté, c'est IENA. C'est le fameux triptyque en fait qui est beaucoup plus compliqué. On parle de sauce, d'école et des PG ou de l'UE, et j'ai toujours eu tendance à dire qu'il y a la sauce et la communauté avec des archis qui sont éparpillés dans le monde entier. Il y a l'école et son ministère, et il y a les PG et l'UE. Donc l'écosystème dans lequel nous œuvrons est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. J'espère qu'il va évoluer, je pense qu'il a besoin d'un vrai vent de jeunesse. Les nouveaux statuts permettent apparemment le vote à distance.
que ce système soit entretenu. Ça a été le cas pour l'élection du bureau. J'espère que sur d'autres sujets, d'autres AG, pourquoi pas, ce système soit généralisé. Je sais qu'il fait peur parfois. Il fait peur à d'anciens présidents en disant mais au fond la vox populi des jeunes, on ne la maîtrise pas. Ben non, les jeunes, ils ont le devoir de réagir, ils ont le devoir de faire participer leur idée à une nouvelle sauce. Ils ont même le devoir de le faire. On pousse toujours nos jeunes dans les tabacs à être autonomes sur la pérennisation des trades. Pourquoi n'arrivons-nous pas à l'organiser en ce qui concerne la sauce? Il faut davantage de jeunes, évidemment. Et je ne critique pas par là l'investissement des plus anciens, pour peu qu'ils soient dans la continuité en fait de nos valeurs, en particulier la bienveillance entre nous. Ça manque un peu de bienveillance, c'est vrai. Et si je peux me permettre, ne serait-ce qu'une certaine neutralité face aux idées qu'on ne comprend pas serait déjà un grand plus, je trouve, dans cette maison. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent des experts de tout. Tu m'as raconté tout à l'heure une anecdote assez cocasse sur des visites d'archi sur le plateau Station F auprès de jeunes entrepreneurs. Bon bref. Ouais, bienveillance, ce serait pas mal. Et au passage, la bienveillance était, je crois, le maître mot du programme de Fabrice Zacharie dans son rôle de délégué général. J'ai pas l'impression qu'il en ait reçu beaucoup, mais pour le connaître depuis peu d'ailleurs, hein, je pense que c'est quelqu'un qui avait énormément de bienveillance et qui en a toujours beaucoup à donner. Bon, toi et moi, on va pas être très copains, on va être un peu tricards à Iéna pour quelque temps, je pense. Quels sont tes plans pour ta vie de Gazard? On va revenir un peu aux sources, peut-être? Comme tu disais dans une vidéo qu'on avait tournée d'ailleurs pour notre parrainage, Back to the Roots, je vais pouvoir consacrer un peu plus de temps à ma promo. Je vais probablement un peu délaisser malgré tout. Et puis, je continuerai à agir si les jeunes le veulent. Si les conscrits me sollicitent dans la continuité du projet Valeurs, on a toujours, toi et moi, travaillé sur les trades. Pour peu qu'on nous sollicite, s'ils ne me sollicitent pas, ça n'est pas moi qui prendrai les devants, fort du principe qu'on n'a rien à imposer, bien évidemment, aux plus jeunes générations, on a à les écouter, à les aider. C'est toujours ce que j'ai fait, donc je continuerai à le faire. Ensuite, être tricard à Iéna, moi je ne crois pas. Je prendrais beaucoup de plaisir à aller déjeuner là-bas. Si maintenant le fait qu'on puisse tenir des propos que j'estime absolument pas offensants vis-à-vis d'autres membres de la communauté pose un problème, leur pose un problème, je pense que c'est à eux à réfléchir, c'est pas à nous.